retrouve avec votre invité, c'est Zoé Genot, la députée écolo. Oui, députée régionale bruxelloise et engagée dans la campagne, dans les actions de soutien aux belgo-marocains. Ali Arras, on va en parler. Mais avant ça, d'abord un mot sur l'actualité du jour. Pierre-Yves le disait, des nouvelles révélations dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire Galland. Ce sont cette facture, en tout cas, qui a été envoyée avant que la collaboration soit officiellement actée par l'administration, notamment. Et puis, manifestement, l'oubli aussi dans une déclaration au Parlement sur les consultances extérieures de mentionner ce contrat avec Clifford Chance. Zoé Genot, comment est-ce qu'on réagit chez Écolo ? Mais on peut même plus parler d'amateurisme, parce qu'au début on rigolait un peu, Madame Galland qui s'en mêlait, nous on n'allait pas faire 2 milliards d'économies dans les trains, mais plutôt 600 millions, etc. La première fois on pouvait sourire, maintenant ça ne fait absolument plus sourire personne. Quand on voit une ministre qui piétine les lois, qui cache les moments où elle fait, qui ment au Parlement à répétition, c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on a demandé rapidement que le Parlement puisse décider d'une audition du Premier ministre, parce qu'il est vraiment temps de siffler la fin de la récréation. Et qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Est-ce que inacceptable, ça veut dire qu'elle doit démissionner ? Mais quand une ministre n'est pas capable de respecter des lois que tous les petits bourgmestres, entre guillemets, de toutes les communes doivent respecter, c'est-à-dire on ne prend pas le cabinet d'avocat de son ami, surtout s'il est 3 fois plus cher que les cabinets d'avocats qu'on utilise d'habitude. Non, ça ne se fait pas. On fait de la mise en concurrence, on demande à plusieurs cabinets d'avocats leur prix, et puis on choisit le plus expérimenté et le moins cher. C'est absolument pas ce qui a été fait, c'est vraiment pas correct. 3 fois plus cher, c'est contesté, mais bon, c'est très compliqué à évaluer. Est-ce qu'il faut davantage de contrôle et de transparence dans ces consultances extérieures vers des cabinets d'avocats ou d'autres missions confiées à des entreprises privées ? Mais il y a des règles très claires qui ont été établies justement pour protéger l'argent du citoyen qui est utilisé pour toutes ces consultances, et donc ces règles doivent être scrupuleusement respectées. C'est une question, je dirais, de loyauté par rapport à l'argent du citoyen et par rapport aux autres entreprises qui auraient voulu postuler pour le marché, donc les règles doivent être respectées. Actuellement, elles ne le sont pas. Là, dans ce cas d'affaires, absolument pas. Et le problème, c'est qu'au lieu de tout de suite mettre les choses à plat, chaque jour, on le voit, Madame Galland a menti sur des éléments différents. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il est vraiment temps que ce dossier soit repris. Surtout qu'en attendant, ce cabinet avait été désigné pour s'occuper du problème du survol des avions sur Bruxelles. En attendant, les Bruxellois ne dorment toujours pas. Alors, Zoé Genot, avec d'autres parlementaires de gauche et différents partis d'ailleurs, vous soutenez, et des organisations comme la Ligue des droits de l'homme qui sont aussi fort impliquées dans ce dossier, vous soutenez le belgo-marocain Ali Arras, condamné, incarcéré au Maroc, dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Les accusations sont plutôt lourdes, mais lui clame son innocence. Il dit avoir avoué sous la torture et il a entamé, après presque 5 ans de détention, une grève de la faim. Ça fait 72 jours. Jusqu'à présent, est-ce que ça a provoqué des réactions, cette grève de la faim ? Est-ce que les choses ont changé pour Ali Arras ? Changer, c'est surtout sa santé qui s'est terriblement dégradée, et sa sœur est à l'heure actuelle sur place. Même pour boire, il a de plus en plus de difficultés. Il faut se rendre compte qu'il n'a plus rien avalé depuis le 25 août. Donc sa situation est de plus en plus critique. Il a 2 grandes revendications. Et pour l'instant, elles ne sont toujours pas rencontrées. La première, c'est il a été jugé au Maroc à 2 reprises. Il voudrait pouvoir aller à la cour de cassation, c'est-à-dire pouvoir avoir une possibilité d'appel, parce que les premiers procès se sont passés de manière totalement inadéquate. On a des avocats ici qui se sont rendus sur place, comme Maître Alamat, Monsieur Marchand, et qui ont constaté que vraiment les seules bases de condamnation qui étaient reprises, ce sont les aveux obtenus sur la torture. Et cette torture, c'est pas seulement lui qui le dit, c'est le rapporteur spécial de l'ONU qui a été constaté, l'état physique de M. Arras, et qui a lui-même établi qu'il y avait eu torture. Donc on a un véritable problème en la matière. La deuxième demande qu'il a, c'est une demande par rapport à la Belgique. Il voudrait qu'enfin la Belgique s'occupe de lui. Et il n'est pas le seul. À l'heure actuelle, le ministre Renders a trouvé toutes sortes de prétextes pour ne pas s'en occuper. Il faut savoir que la Belgique aurait réagi dès le départ, c'est-à-dire quand M. Arras a été arrêté en Espagne, il n'aurait jamais été extradé. Il y avait 2 personnes, le Maroc demandait à recevoir 2 personnes, un hispano-marocain et un belgo-marocain. L'Espagne a dit, non, c'est trop dangereux, on n'extrade pas notre ressortissant. Ils ont fait 2 ans d'enquête sur M. Ali Arras et sur ce monsieur. Ils ont dit, manifestement, le dossier est vide. Les Nations Unies ont demandé, n'extradez pas vers le Maroc, on sait qu'il torture et que c'est trop dangereux. La Belgique, à l'époque, je l'ai interrogé, le ministre des Affaires extérieures en 2010, a dit, on fait confiance à l'Espagne, on ne bouge pas. Eh bien, on ne bouge pas, voilà ce qui s'est passé.
Monsieur Arras a été envoyé au Maroc. Il a disparu 12 jours dans les fameux centres de torture et il en est ressorti en ayant signé des aveux qui sont les seuls éléments sur lesquels se base la condamnation à l'heure actuelle. Mais il y a quand même aussi, et pour expliquer pourquoi il s'est retrouvé embarqué dans cette histoire, arrêté au Maroc, arrêté en Espagne, transféré vers le Maroc, il y a quand même des accusations dans un dossier de terrorisme. Elles sont assez lourdes, on parle de trafic d'armes. C'est Abdelkader Beliraj, un autre belgo-marocain accusé d'être à la tête d'un réseau terroriste par le Maroc, qui donne son nom. Et donc, on peut imaginer que c'est aussi pour ça, parce qu'il s'agit quand même d'une affaire assez sensible, que les autorités belges sont assez prudentes et n'ont pas tellement envie de réagir. Vous pensez pas ? Ça, c'est sûr. Dès qu'on entend terrorisme, j'ai moi-même été très prudente au départ dans cette affaire, parce qu'on se dit, oulala, où est-ce que on met les pieds ? Mais quand on examine le dossier, on voit que tous les éléments à décharge qui prouvent qu'il n'était pas à tel endroit, à telle date, ont été éliminés. C'est vraiment une pseudo-justice auquel on a droit. Et c'est comme ça que, par exemple, Amnesty s'est lancé dans la bataille et on a fait son dossier phare. Dans l'ensemble de l'Europe, il y a plus de 200 000 signatures qui ont été recueillies parce qu'on ne peut pas accepter une justice qui se mène sur base d'aveux obtenus sous la torture. C'est tout à fait inacceptable. Et en plus, ici, il s'agit vraiment d'un enfant du pays. Oui, il n'a jamais vraiment vécu au Maroc. Il n'a jamais vécu au Maroc, il a vécu en Espagne, il a vécu en Belgique. De ses 15 à 43 ans, il était en Belgique, il a fait son service militaire, il a commencé par travailler à la chaîne au désossement de viande, ensuite il a ouvert une librairie, une papeterie, il a payé ses impôts ici pendant des années, et puis quand il est belge, et quand il a besoin que son pays soit à ses côtés par rapport à une justice totalement défaillante, eh bien, la Belgique est aux abonnés absents et dit, ben non, écoutez, ce monsieur est belgo-marocain, puisque ses parents étaient marocains, il a hérité automatiquement de la nationalité, comme tous les belgo-italiens, les belgo-français qui héritent automatiquement des nationalités. La Belgique dit, comme monsieur est belgo-marocain, je ne serai pas à ses côtés pour l'aider. Ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. Alors ça c'est quelque chose qui doit sans doute résonner dans la tête de beaucoup de gens, parce que quasiment tous les personnes d'origine marocaine qui ont hérité de la nationalité, ils restent marocains, même s'ils adoptent par la suite la nationalité belge. Le Maroc ne reconnaît pas qu'un de ses citoyens perde sa nationalité. Quand ils sont au Maroc pour visiter la famille, eh bien, ils sont considérés comme marocains uniquement. Et là, vous dites qu'il y a quand même un problème dans la façon dont l'État porte assistance à ses citoyens. Un deux poids, deux mesures entre un citoyen belgo-belge, si je puis dire, et un binational, un belgo-marocain, mais on peut aussi considérer que la question touche tous les binationaux. Et quand je vois les réponses du ministre Renders, elles sont particulièrement vagues et flottantes. Au départ, M. Renders a dit « Nous n'intervenons jamais dans le cas de binationaux ». Des étudiants de l'ULB ont fait toute une étude et se sont rendus compte qu'à de très multiples reprises, on était intervenu pour un belgo-chinois, un belgo-russe, Renders dit que ce sont les règles internationales. La Belgique se met en retrait quand un binational a des difficultés judiciaires dans le pays de son autre nationalité, que c'est les règles. Mais donc tout d'abord, on s'est rendu compte que c'était à la tête du client, parce que dans certains cas, on applique ces règles, dans d'autres cas, on ne les applique pas. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas ici ? Est-ce que c'est parce qu'il est belgo-marocain ? Dans un deuxième temps, il a dit c'est parce qu'il y a la Convention de La Haye qui prévoit qu'on ne s'occupe pas de la personne quand elle est dans son deuxième pays. Le Maroc n'est pas signataire de la Convention de La Haye. Et maintenant, surtout, on a deux condamnations de la Belgique. Des tribunaux belges en novembre et en novembre 2011, mais encore en 2012, ont dit il faut que la Belgique intervienne pour son ressortissant. Monsieur Renders, vous devez assister Monsieur Arras. Donc ce sont des tribunaux belges qui l'ont demandé. Et que fait Monsieur Renders ? Il envoie une gentille petite lettre aux autorités marocaines qui répondent « Monsieur Arras va très bien, il est très bien traité ». Vous avez déjà vu un tortionnaire qui dit « Non, j'ai torturé quelqu'un, il a des conditions de détention particulièrement dures, oui, je l'ai encore torturé dernièrement ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc vous demandez une visite, que les autorités belges se rendent dans la prison. Il faut se rendre compte que même pour des gens qui ne sont absolument pas belgo-marocains, qui sont d'autres pays, mais qui ont subi la torture, on envoie nos consuls, nos ambassadeurs les visiter parce que c'est une façon de les protéger, de montrer notre intérêt pour ce cas. Ici, c'est exactement le signal inverse qu'on envoie aux autorités marocaines, c'est nous n'avons aucun intérêt pour cette personne, continuez à le torturer gaiement. C'est un mauvais signal aussi pour les binationaux ? Mais pour l'ensemble des binationaux, le signal qui est envoyé, c'est vous pouvez être né belge, vous pouvez avoir travaillé ici pendant 30 ans, vous pouvez avoir payé vos impôts ici pendant 30 ans, le jour où vous aurez un problème,
on ne bougera pas le petit doigt. Je pense que si on veut que tout le monde se sente pleinement citoyen, se sente pleinement actif, faisant part de la communauté, ce signal est vraiment dangereux. 72 ou 73 jours de grève de la faim, il y a urgence maintenant? Mais Monsieur Arras est vraiment en danger, et surtout que vu ses conditions de détention, il était déjà en mauvaise santé avant de commencer sa grève de la faim. On le sait, on est à un stade où maintenant les organes vitaux sont attaqués. Pour parler d'autres questions d'actualité, on a actuellement à nouveau une situation de crise sur le front des demandeurs d'asile qui arrivent en Belgique, puisque les capacités d'accueil sont à nouveau saturées. Est-ce que vous pensez que là aussi, on manque un peu à nos responsabilités? Mais très clairement, le gouvernement Di Rupo a fermé 8000 places d'accueil. Le gouvernement Franken lui-même a dit en octobre 2014 au Parlement, le nombre de réfugiés est en train d'augmenter partout. Et puis en novembre 2014, il a dit « mais je ferme 2000 places parce que j'ai des raisons budgétaires qui font que je ferme 2000 places ». C'est vraiment de la non-politique. Et maintenant, il y a toutes sortes de solutions pragmatiques qui pourraient être développées. On pourrait permettre aux candidats réfugiés d'être hébergés dans des familles pendant qu'on examine leurs procédures, et on leur donnerait une petite allocation. Ça coûterait moins cher que d'ouvrir des centres ouverts. Ils s'y refusent. On pourrait permettre à ces personnes de sortir, de s'installer dans des maisons et de bénéficier d'une petite somme. Ils s'y refusent. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ils ne sont plus capables de faire face. On a plus de 70 personnes qui sont restées dehors cette nuit. Les associations ont dû en catastrophe... Non, mais Franken dit qu'il va ouvrir des nouvelles places. Quand même. Oui, j'entends bien, mais en attendant... Il a pris des mesures pour ouvrir des places supplémentaires. Il avait aussi promis que les campings qui sont à l'heure actuelle ouverts allaient fermer. Ben, il y en a encore un qui est là, mais c'est plus un temps à loger des familles dans des campings. Non. En une minute, petite explosion ce week-end à la centrale de Doul, petit incendie, c'est le signe qu'il faut définitivement démanteler et rapidement. Mais ce sont vraiment des très vieilles centrales. Elles ont 40 ans. Maintenant, elles font des explosions même quand elles sont à l'arrêt. C'est un des 6 transformateurs. Qu'est-ce qui se passe si un des autres transformateurs qui est encore là pète quand la centrale est en fonctionnement? En plus, ça va coûter plus de 700 millions pour pouvoir les remettre vaguement aux normes. Je pense qu'il est temps de réfléchir à des solutions nettement plus structurelles et nettement plus écologiques. Merci beaucoup, Zoé Genot.